Ah, ça y est, c'est Nick Payne de retour avec vous. Je pense que Frédéric Bérard est en ligne. Oui, nous avions commencé à discuter avec lui la semaine dernière de la question des territoires non cédés. Question épineuse et complexe et qui revient beaucoup dès qu'il est question des Autochtones dans le débat public et des revendications des Premières Nations aussi. On le rejoint immédiatement, imaginez-vous, en Jamaïque. Alors, Frédéric Bérard, on vous gardera pas trop longtemps en ligne en ce beau milieu de journée, sans doute ensoleillé chez vous. Ben, en fait, ça, c'est drôle parce que là, il pleut. Ah bon? Et puis, l'autre affaire, j'ai compris que si on étire ça un peu, je vais empiéter sur le temps de Steve Fortin. Bon, mais ça, c'est toujours pareil. D'ailleurs, c'est votre rôle, ben, vous. C'est de laisser le moins de place possible à Steve Fortin. Avant lui, non l'inverse. Oui, c'est ça. Alors, dites-moi, on avait eu des problèmes. Vous étiez tout près d'ici, puis on vous entendait mal la semaine dernière. Là, vous êtes dans les Antilles, puis on vous entend super bien. C'est parce que j'étais à l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau. Il y a une espèce de déconnexion naturelle entre vous et lui. Là. Ah oui, c'est le coronavirus qui interférait, allez savoir. Dites-moi, on était en train de parler des territoires non cédés. Je vous demandais à quoi on a affaire exactement lorsque les Québécois et les Canadiens pensent à cette question. Ils pensent partition, ils pensent ça fait peur. Nous avons tous vu ces cartes qui nous montrent le Québec duquel on a effacé les 2/3 pour les donner aux Autochtones ou je ne sais trop. De quoi s'agit-il si on revient, si on essaie de corriger le problème des territoires non cédés? Est-ce qu'on va se retrouver avec des zones qui seront extraites du Canada ou du Québec et ce qui fera dire par conséquent aux Autochtones, comme on avait entendu quelqu'un le dire là, à Kanawake, ben ici, ce n'est pas le Canada, c'est encore moins le Québec, c'est Kanawake, puis vous n'êtes pas chez vous, puis qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Quels sont les tenants et aboutissants? Quelles sont les possibilités dans ce dossier-là, dans le dossier du territoire spécifiquement? Ben, en fait, vous avez raison de dire que quand le Québec a joint la Fédération canadienne, il y avait le tiers du territoire d'aujourd'hui. Hein, là, on a greffé à ça une portion très, très appréciable depuis. Sinon, en fait, à vrai dire, la question ici ne se réglerait pas en vertu du droit interne canadien, mais en vertu du droit international. Je m'explique. En vertu du droit constitutionnel canadien, les Autochtones évidemment, ont certains territoires là, à plusieurs endroits à travers le pays, mais c'est considéré comme faisant partie du territoire canadien. Ça fait pas de doute. Le droit constitutionnel est clair là-dessus. Évidemment, les Autochtones... À l'international, vous voulez dire? En fait, là, je parle du droit interne canadien. Ah ben oui, c'est ça. Là-dessus, c'est clair, les territoires autochtones font partie du territoire canadien. Il n'y a pas de distinction à faire, autre évidemment, sur les questions de droits ancestraux. Ben alors, je vous arrête tout de suite juste une seconde. Est-ce que ce que les Autochtones demandent, c'est qu'on change ça? C'est que ces territoires-là sortent du Canada ou on cherche une forme de gouvernement? En fait, je réponds à votre question hypothétique qui est celle de la partition, essentiellement. Alors, ce que je réponds à ça, c'est qu'en droit interne, les Autochtones n'ont pas en droit interne canadien, on s'entend, les Autochtones n'ont pas de droit comme tel à une partition particulière. Là. Ça fait pas de doute. Cela dit, et là, c'est là que ça devient intéressant, en droit international, il y a deux concepts qui sont applicables ici. Le premier, qu'on appelle le droit à l'autodétermination interne, et le deuxième étant le droit à l'autodétermination externe. Celui qui est interne vous dit que chaque peuple, à travers la planète essentiellement, a un droit de s'autodéterminer, a le droit de s'autodéterminer à l'intérieur même des frontières de l'État. C'est le cas du Québec dans le Canada, et c'est le cas des Autochtones aussi au Canada. Et c'est d'ailleurs, malheureusement, la dernière fois, on s'est fait couper le sifflet, mais ce que je suis en train de vous dire en parlant seul dans le vide, c'est qu'à l'époque, on se rappelle, à l'époque de l'accord de Charlottetown, on avait prévu un palier gouvernemental pour les Autochtones. C'est-à-dire, on avait mis un moratoire de 3 ans là-dessus. On dit votez oui, puis on vous dira après comment ça marche. Finalement, les Autochtones avaient voté contre. Mais ça, c'était une manière, en fait, de mettre en pratique concrètement le droit à l'autodétermination interne des Autochtones. C'est-à-dire, vous demeurez dans le Canada et donc dans le Québec, mais vous pouvez vous autodéterminer, ce qui impliquerait
évidemment, la question n'a jamais été résolue parce que Charlottetown a foiré, mais ce qui impliquerait, par exemple, certaines compétences en matière d'éducation, en matière de santé, par exemple. Or, l'autre droit, et là, c'est là que ça devient complexe. L'autre droit en jeu ici est le droit à l'autodétermination externe, qui, lui, est ce qu'on appelle un droit à la sécession remède. Remède dans quel sens? C'est que lorsqu'il y a une ou plusieurs des trois conditions, je vais vous expliquer dans un instant, qui sont rencontrées, à ce moment-là, le peuple en question peut faire une sécession dite remède. Remède à quoi? Remède, par exemple, à une oppression. Donc, il y a trois conditions. La première, est-ce que le peuple est colonisé? Ici, il faudrait que les Autochtones soient capables d'en faire la preuve, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas nécessairement simple. L'autre manière, c'est est-ce que les Autochtones sont envahis par une force étrangère? Ça ici, je pense que ça ne s'applique pas tellement. C'est beaucoup plus, par exemple, si on se réfère à ce qu'avait fait c'est comme si... avec le Koweït. Oui, c'est comme si on avait pris on a un peu pris nos précautions en permettant des corps de police. C'est ça, ils ne sont pas en situation là, de colonisation armée à tout le moins. Et voilà, mais regardez bien par contre, Nick, la troisième condition, celle-ci, elle devient intéressante dans l'optique où elle devient plaidable, je pense, en droit international, c'est s'il y a une violation du droit à l'autodétermination interne. Et là, on s'entend qu'on nage en plein subjectif, ça va de soi, mais si les Autochtones, et là, je parle des Autochtones comme si c'est un bloc monolithique, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y en a 615 nations au Canada, mais si les Autochtones étaient capables de démontrer que leur droit à l'autodétermination interne au Canada était violé, de ce fait-là, ils pourraient à ce moment-là invoquer le droit à la sécession remède et, par définition, constituer une entité indépendante, c'est-à-dire un pays. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt? Toute la question est là aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on veut vraiment avoir un pays de 600 personnes en plein milieu d'une province canadienne? Évidemment, et on s'entend bien que non, dans ce cas-ci, ça me semble irréalisable. Mais je vous donne juste l'état du droit à l'international qui ne distingue pas les peuples en termes de nombre. C'est vraiment... c'est ça. Donc, théoriquement, ça peut aller là, mais ça, évidemment, on n'est pas dans la politique, là, on est vraiment dans le droit. Donc, forcément, il y a d'autres paramètres. Vous savez, par contre, que le droit international est par définition très politique aussi. Et ce que je vous invoque là, je vous dis pas que ça fonctionnerait. J'aurais des doutes très sérieux. D'une part, sur la question que vous venez de soulever, c'est la question de la faisabilité. On a 615 nations, on ferait 615 petits minuscules pays à gauche et à droite. Évidemment, je pense pas. Mais l'autre raison, c'est que le droit à l'autodétermination externe est excessivement difficile à plaider. La meilleure preuve de ça, Éric, regardez par exemple les Catalans aujourd'hui. Ben oui, exactement. Qui sont coincés en Espagne parce que Madrid s'est réfugié bêtement, sauvagement derrière le droit en disant la Constitution ne permet pas ça, fermez vos gueules, rentrez chez vous, puis by the way, votre référendum est inconstitutionnel, donc on va vous foutre en prison. Donc, vous êtes en train de nous dire que le droit international est aussi dicté, est aussi le fruit de la politique, des rapports de force et autres. Ben oui, évidemment. Je dirais pas en penser autrement, là, c'est croire à Alice au Pays des Merveilles, là, c'est bien Alice, mais ça... C'est pas la réalité, là, on s'entend bien. Alors donc, les Catalans pourraient plaider ce droit-là, vous voyez, puis même eux hésitent à le faire, ne l'ont pas fait actuellement parce qu'ils se disent, probablement qu'on a zéro chance ou à peu près. Donc, probablement que ça serait difficile pour les Autochtones, bien que la situation est quand même particulière. Oui, dans le cas des Catalans, on pourrait toujours plaider que les matraques sont sorties, tout ça, mais bon, bref. Alors donc, pour en revenir aux... Est-ce qu'on viole un droit démocratique? Oui. Est-ce que ça peut équivaloir à la violation d'un droit d'autodétermination interne? Moi, je pense sincèrement que l'argument se fait, mais le droit international et ses instances judiciaires étant ce qu'elles sont, c'est difficile. Même le Kosovo n'avait pas plaidé le droit à l'autodétermination externe à l'époque. Ça vous donne une idée, là? Oui, c'est ça. Il a réussi autrement, là, par une espèce de concours de circonstances en plaidant l'effectivité, un truc un peu abracadabrant, mais bref, ça reste très, très, très difficile. Et dans le cas de la Catalogne, il n'y a qu'à voir au point de vue politique l'absence absolue d'appui, quel qu'il soit, à la démarche des Catalans, là, même s'il y avait un début de possibilité de plaider ça d'une façon ou d'une autre. Donc, si je comprends bien, pour conclure, là, dans le cas des peuples autochtones au Canada, on peut imaginer que les revendications sur les territoires dits non cédés peuvent mener à des formes de gouvernement intermédiaire, comme ce dont nous parlait Joseph Yvon-Thériault juste avant vous, ce qui est dans les cartons, ce qui plane, ce qui est un peu dans l'air depuis longtemps au Canada, mais ce à quoi on n'aboutit jamais beaucoup, cependant, ça c'est une autre question.
Frédéric Bérard, c'était très, 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 très éclairant et concentré comme propos. On va aller réfléchir à ça et on va vous laisser vous magasiner un parapluie jamaïcain. Vous dites ça sans vous... Magazine, une nouvelle paire de bottes pour rentrer à la maison. Sans vouloir vous narguer. Ah oui, bon, parfait. Bon, ben allez, on vous en souhaite une belle et à une très prochaine à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous-même, puis vous saluerez Fortin, là. Parfait. Merci. Salut.